Et si la meilleure façon d'aider un élève en difficulté, eh bien, ce n'était pas de courir après lui pour le rattraper, mais plutôt de l'empêcher de prendre du retard. Aujourd'hui, on explore une approche pour différencier l'enseignement, mais sans jamais exclure. L'idée, c'est de bâtir un système qui soit à la fois plus efficace et plus juste. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Et si, malgré toutes nos bonnes intentions, nos manières habituelles d'aider les élèves les plus fragiles étaient en fait contre-productives? C'est de cette question, un peu provocante je l'avoue, que tout part. On touche là au grand dilemme de la remédiation. C'est un défi que tous les enseignants connaissent. Comment on fait pour soutenir ceux qui peinent, mais sans les mettre à l'écart, sans les isoler du reste de la classe? Pour que ce soit bien concret, regardez ces chiffres qui viennent d'écoles au Togo. Ils sont assez frappants. Dans l'école de Bassar, on parle de près d'un élève sur deux en grande difficulté. 49%. On voit bien qu'on n'est pas face à un problème marginal, mais à un véritable enjeu de fond. Et voilà le cœur du problème. D'un côté, on a la logique qu'on connaît tous, la logique réparatrice. On intervient après que l'échec a eu lieu. Le risque, c'est de stigmatiser l'élève, de le déconnecter du cours. Et de l'autre côté, nouvelle logique, celle de l'anticipation. Là, on agit avant la leçon, pour inclure, pour donner confiance et pour préparer l'élève à réussir avec les autres. Alors la solution, ce serait quoi? C'est un vrai changement de perspective. L'idée, ce n'est plus de réparer, mais bien d'anticiper. Donc on n'attend plus que la difficulté soit là pour essayer de la corriger. Non. L'enjeu, c'est de donner aux élèves les clés pour réussir avant même que la leçon ne commence. C'est une approche de prévention, purement et simplement. Bon, d'accord, mais concrètement sur le terrain, ça se passe comment? Cette approche, elle s'appuie sur deux stratégies principales qui se complètent. La première, c'est ce qu'on appelle la prémédiation. C'est un petit temps, très court, juste avant le début du cours, pour préparer un petit groupe d'élèves aux notions qui vont être abordées. La deuxième, c'est le tutorat intraclasse. Là, on organise l'entraide entre les élèves, de manière structurée, pour que tout le monde puisse apprendre. Mais la vraie question, c'est comment on s'assure que ça marche et que ça s'installe pour de bon. C'est là qu'on arrive au moteur de cette approche, un plan d'action en 10 repères, pensé comme un guide pour expérimenter sur le terrain. Et attention, ce n'est pas juste une liste de conseils à appliquer bêtement. Ces 10 idées, ce sont les bases d'une méthode, une sorte de feuille de route pour que les équipes pédagogiques puissent mener leur propre petite recherche-action, tester des choses, mesurer si ça a un impact, et puis ajuster au fur et à mesure. Les 3 premiers repères, ce sont les fondations. D'abord, et c'est la règle d'or, prioriser l'anticipation. Ensuite, l'arrimage didactique. Ça veut dire que l'aide doit être directement branchée sur la leçon du jour, pas un exercice à part. Et enfin, le ciblage mobile. Ça, c'est crucial. On n'enferme jamais un élève dans une case en difficulté, on cible un besoin à un moment T. Le groupe d'élèves aidés peut donc changer tous les jours. Ensuite, on passe à la mécanique, au comment on fait. On va structurer l'aide en microcycles, des formats courts qui deviennent des rituels. On donne des scripts aux élèves tuteurs pour qu'ils sachent comment aider leurs camarades sans leur donner la solution. Et surtout, on vise la frugalité. On utilise des supports simples qui existent déjà. Le but, c'est de ne pas surcharger l'enseignant. C'est essentiel si on veut que ça tienne dans la durée. Ok, mais comment on sait si ça marche? C'est la question clé. Eh bien, l'approche propose 2 choses. D'abord, mesurer le transfert immédiat, c'est-à-dire l'efficacité réelle de l'aide une fois en classe. Et puis, mettre en place des traces minimales, des outils de suivi tout simples pour piloter l'action sans se noyer dans la paperasse. Arrêtons-nous une seconde sur ce fameux taux de transfert immédiat. L'idée est brillante de simplicité. On ne mesure pas si l'élève a réussi pendant la séance d'aide, non. On regarde s'il réussit tout seul la première étape de l'exercice une fois de retour en classe. C'est ça la vraie preuve que l'aide a fonctionné, qu'elle a servi à quelque chose. Et pour finir, les 2 derniers repères sont là pour assurer la pérennité du système. D'un côté, la posture réflexive qui invite les enseignants à analyser leurs propres pratiques pour s'améliorer sans cesse, et de l'autre, l'observatoire local qui permet de capitaliser. On documente ce qui marche, on le partage et c'est toute l'école qui progresse. Au final, quand on met tous ces repères bout à bout, on voit qu'ils convergent tous vers un seul et même objectif, qui est vraiment puissant. Réussir à différencier, c'est-à-dire à s'adapter à chaque élève, sans jamais en exclure aucun. Et cette citation, je trouve, résume ça parfaitement. Il ne s'agit pas d'un catalogue de bonnes idées, mais d'une véritable grammaire d'action. C'est un système cohérent où tout est lié, au service d'une différenciation qui inclut, qui anticipe et qui, à la fin, fait réussir les élèves. Tout ça nous laisse avec une question ouverte, une invitation. Parmi ces 10 repères, du plus simple au plus ambitieux, quel serait le tout premier petit pas qu'il serait possible de tenter, peut-être même dès demain, pour commencer à faire bouger les lignes?